Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente Anthony Jaujard, je suis consultant, expert sur les sujets mode responsable et j'anime les groupes de travail pour, Fashion Green Hub Hauts-de-France. On est, ravis, de vous retrouver, aujourd'hui, pour la restitution, des travaux de la première année, du groupe de travail mode sample Mesurer la mode. Effectivement, on a déjà eu plusieurs restitutions, sur le groupe de travail mode sans plastique et aussi le groupe de travail lin. L'ensemble des restitutions, et des livres blancs, sont à retrouver, sur le site de Fashion Green Hub et vous pouvez aussi retrouver, l'ensemble des webinaires de restitution, sur la page YouTube de Fashion Green Hub. Aujourd'hui, voilà, on est là ici pour un webinaire sur mesurer la mode. Pendant 1 an et demi, plusieurs enseignes, plusieurs marques se sont regroupées, pour travailler sur ce sujet. Donc ce groupe de travail a été, co-animé par, Sandra Wilfert, de Fashion Zadker et Frédéric Fournier de Yamana, RSE. Je vais, leur donner la parole à l'instant. Ils vont pouvoir, voilà, vous présenter, le groupe de travail. Ensuite, on rentrera un peu plus, dans les détails, de la monétarisation et, enfin de l'affichage environnemental. Si vous avez des questions, vous pouvez, les poser directement dans le chat et on y répondra au cours de, ce webinaire. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon webinaire. Sandra, Frédéric, je vous laisse la main. Merci à tous les 2 et je vous laisse prendre, la main sur la suite. Merci, bonjour. Alors peut-être en introduction, on va vous expliquer effectivement voilà, tout le travail qu'on a mené pendant cette année. Donc avec Frédéric et avec 7 entreprises membres de l'association Fashion Green Hub, en l'occurrence Petit Bateau, IKKS, Promode, Jules, Safilin, Le Défi Mode, Blanche Porte. On a réfléchi, travaillé sur la mesure de l'empreinte environnementale du secteur et on s'est posé pas mal de questions autour de ce sujet. Finalement, comment on va pouvoir mesurer de manière simple et efficace nos impacts environnementaux et aussi comment on va pouvoir en rendre compte de manière simple et efficace. Alors concrètement, comment on a travaillé? On s'est réunis de manière très régulière, tous les mois, pour aborder ce sujet. Et on a essayé d'identifier déjà tous les sujets relatifs à la mesure d'impact dans le secteur de la mode. Finalement, qu'est-ce qu'on va devoir mesurer? Comment on va pouvoir mesurer ces choses-là? Donc, on a regardé un peu un état de l'art des pratiques. Qu'est-ce qui existe? Quelles sont les méthodologies? Est-ce qu'il existe un certain nombre d'outils, de solutions qui vont permettre de faciliter la mesure et d'en rendre compte? Et on a aussi beaucoup partagé avec les membres du GT, donc sur leur propre expérience. Finalement, est-ce qu'il y a des best practices à partager? Est-ce qu'on a peut-être des freins qui ont été identifiés par tout le monde? Donc ça, c'est un travail qui a été mené avec les membres du GT. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a aussi fait appel à des entreprises leur plus avancées sur certains sujets, qui sont venus aussi témoigner et apporter leur éclairage sur les différents sujets qu'on a abordés. On a fait venir aussi des experts, voilà, sur des problématiques plus pointues, voilà, sur lesquelles on avait besoin d'un regard vraiment très précis. On a fait venir aussi des solutions qui sont venues se présenter, expliquer un peu ce qu'elles pouvaient apporter aux entreprises qui se mettent sur la mesure de leurs impacts environnementaux, puisque c'est le sujet qu'on a traité dans un premier temps. Et voilà, tout ça nous a amené à identifier 2 grands axes. Très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait mesurer soit l'empreinte de son produit, l'impact environnemental de son produit, soit mesurer l'impact environnemental plus global de l'entreprise. Et du coup, dans la restitution du livre blanc qui va paraître et qu'on vous présente aujourd'hui, on a du coup utilisé ce découpage, en tout cas suivi ce découpage. Donc, vous aurez 2 livrets. Un premier livret dédié aux produits où on va retrouver les sujets autour de l'analyse de cycle de vie, autour de l'affichage environnemental et plus globalement, je dirais, autour du sujet de l'éco-conception. Et puis sur le deuxième volet, le livret entreprise, comment on mesure les impacts environnementaux d'une entreprise, on a abordé 2 sujets, les émissions de gaz à effet de serre et puis le calcul et la monétarisation des externalités d'une entreprise.
Sur ces sujets-là, vraiment l'objectif du livre blanc qu'on vous restitue aujourd'hui, c'était de vraiment pouvoir dresser un état des lieux des pratiques, comme je vous le disais en introduction, et du coup vous allez vraiment pouvoir y retrouver une multitude d'informations. Donc ces informations, ça va être des détails sur les méthodologies, sur un mode de fonctionnement, ça va être des ressources diverses et variées sur, par exemple, qui peut vous accompagner sur le sujet, quelles solutions vous allez pouvoir utiliser. On aura bien sûr les retours d'expérience de tout le monde, comment bien démarrer sur les sujets. Donc c'est vraiment très complet. Voilà, alors ces informations, vous allez les retrouver soit directement dans le livre blanc, dans le corps de texte ou dans les annexes, soit pour certains sujets où on avait besoin de davantage développer, on vous renvoie vers plusieurs sites internet qui vont vous permettre voilà, de préciser le sujet et avoir les informations dont on parle. Donc c'est vraiment on pense un outil très complet et très pratique. Et j'insiste sur ce point, quand on a échangé au sein du groupe de travail, alors c'est remonté des participants, mais aussi des entreprises qui sont venues témoigner. Nous, on a pu constater que lorsqu'on se met sur un sujet, il y a toujours un temps un peu long avant de vraiment démarrer le sujet. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà s'approprier la question dont on parle, il va falloir bien la comprendre, la partager souvent avec les équipes. Il va falloir regarder quelles sont les méthodologies existantes, peut-être essayer de contacter des experts ou des solutions qui vont pouvoir vous accompagner. Donc, on sait que ce temps, il est relativement long avant de démarrer. Et du coup, tout l'intérêt de ce livre blanc, c'est de vous permettre d'avoir déjà clé en main toutes les informations requises pour bien démarrer et pour démarrer peut-être plus rapidement sur le sujet. Voilà, vraiment pour les objectifs du livrable. Alors du coup, comme je vous le disais, on a 2 livrets, un livret sur le produit, un livret sur l'entreprise. Et je vais te laisser la parole, Frédéric, pour présenter un peu le contenu du livrable sur le produit. Ouais, merci Sandra. Oui, donc effectivement, dans le cadre du groupe de travail, moi, je me suis un peu plus occupé sur la partie, on va dire, produit. Sandra plus sur la partie entreprise. Donc sur la partie produit, on a scindé le livre blanc sur, j'ai envie de dire, plusieurs parties. La première partie, elle concerne évidemment l'éco-conception. Donc, alors, évidemment, l'idée du livre blanc, c'est pas d'avoir tous les éléments qui me permettent de mener à bien une démarche d'éco-conception de mes produits. C'est vrai que c'est une démarche qui peut être longue et qui doit être adaptée à chaque entreprise, à chaque produit. Mais par contre, ce qu'on a quand même voulu faire, c'est de donner des lignes directrices, quelques grandes lignes directrices sur l'éco-conception pour démarrer correctement ce type de démarche. Donc, on a les principales étapes d'une démarche d'éco-conception, généralement qu'on scinde en 6 grandes étapes, donc on les présente de façon succincte. On a des jalons un petit peu innovants aussi sur un peu les leviers d'action sur lesquels on peut jouer pour mener cette démarche d'éco-conception. Certains outils, la route brosée que les praticiens connaissent plutôt bien. Et avec cet objectif, alors les différents paramètres sur lesquels on peut jouer aussi sur la partie produits textiles. Donc ça nous a semblé aussi intéressant de donner quelques premières pistes d'éco-conception un peu générale, mais en sachant qu'évidemment, il faut faire attention à ce que ça s'applique bien à son propre produit. Et avec une volonté qui est de rappeler l'importance de travailler sur la durée de vie du produit, ce qui me semble un des éléments qu'on va retrouver, mais qui me semble un des éléments les plus importants dans une stratégie d'éco-conception. Donc logiquement, après la stratégie d'éco-conception, on va essayer concomitamment à une stratégie d'éco-conception, on va essayer de se renseigner sur mener à bien cette stratégie, donc comparer 2, 3, 4 produits en fonction de des paramètres sur lesquels je veux jouer, qui peuvent être la matière, les accessoires, le pays de fabrication, certains types de traitements, etc. Et donc, du coup, ces différents paramètres vont évidemment faire modifier les impacts du produit. Et donc, on s'est attaché à faire une présentation un peu plus complète sur l'analyse de cycle de vie, qui nous semble aujourd'hui de
de ce que l'on a pu constater, l'outil qui est le plus souvent utilisé pour justement mener à bien ce travail d'éco-conception. Alors, l'éco-conception, c'est une logique produit, hein, l'analyse de cycle de vie, c'est également une logique produit, hein, avec ses avantages et ses inconvénients, on y reviendra. Donc, première partie, éco-conception. Deuxième partie, comment l'analyse de cycle de vie peut aider à l'éco-conception des produits. Et donc, de la même manière, on va donner quelques devis. Donc, on va définir ce qu'est une analyse de cycle de vie. Hein. C'est un procédé qui est normé, donc c'est quand même intéressant d'avoir les différentes étapes, généralement 4 grandes étapes de l'analyse de cycle de vie, hein, qu'il faut suivre pour la faire correctement. On parle de 2 types d'ACV, ACV attributionnel et conséquentiel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'ACV attributionnel, c'est généralement celle que l'on utilise tous, hein, qui est la plus développée. La méthode de l'analyse des objectifs et du champ d'étude, inventaire et analyse de l'inventaire, évaluation des impacts, interprétation des résultats. Voilà. On insiste bien sur le fait qu'une étape des plus importantes, c'est souvent une des étapes qui est la plus délaissée ou un peu incorrectement renseignée, c'est l'unité fonctionnelle. Donc, on explique aussi comment on prend correctement en compte l'unité fonctionnelle. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc, ensuite, on détaille un peu la méthodologie en sachant que ce qui va généralement prendre beaucoup de temps du retour des entreprises avec qui on a travaillé, c'est la collecte de données. On va dire la partie inventaire, qui peut prendre jusqu'à 50 à 75% du temps en fait d'une analyse de cycle de vie. Donc la partie collecte de données, elle est vraiment fondamentale. Alors l'évaluation des impacts, ça se fait aussi. Aujourd'hui, l'évaluation des impacts au travers de l'analyse de cycle de vie, ça se fait un petit peu automatiquement au travers d'outils d'ACV comme peuvent le proposer des outils comme CIMAPRO, UME, Gabi4 ou OpenLCA. Donc, on présente un petit peu ces outils. Sur la partie analyse de cycle de vie, on va terminer aussi sur les pistes d'éco-conception qui sont tirées des ACV. Donc, on a fait un petit listing des actions qui sont généralement menées après une analyse de cycle de vie. Donc, c'est par nos pratiques et par le retour aussi de certains participants au GT, c'est qu'est-ce qui ressort le plus souvent lorsque l'on a réalisé une analyse de cycle de vie et les pistes d'éco-conception qu'on peut en tirer. Donc, bon, c'est une ressource qui est, je pense, assez intéressante à exploiter. Après l'analyse de cycle de vie, du coup, on parle de l'affichage environnemental, hein, évidemment. Donc, vaste sujet, hein, surtout en ce moment, avec pas mal de débats autour de cette thématique. Et donc là aussi, on a essayé de vous donner des éléments d'information sur l'affichage environnemental. Alors, la définition de l'affichage environnemental, hein, quels sont les objectifs de l'affichage environnemental textile. Quelles sont les étapes pour déployer l'affichage environnemental également, pour le déployer correctement. On a également une partie sur le calendrier de l'affichage environnemental, les dernières modifications qui sont vraiment là, qui ont juste eu lieu au travers de la ministre sur l'ajout de certains critères au niveau de l'affichage environnemental, donc c'est intégré. Le calendrier. Il nous a semblé aussi important, mais tout comme l'analyse de cycle de vie aussi, hein, c'est de montrer quels sont les avantages de l'analyse de cycle de vie, quels sont les avantages de l'affichage environnemental, mais aussi quelles sont les limites de ces 2 outils et quelles sont les thématiques, hein, de ces limites et comment ça pourrait être dépassé à l'avenir, enfin les propositions de certains praticiens. Donc après l'affichage environnemental, on a le standard, la méthodologie PEF, donc le standard européen pour standardiser justement, on va dire, les méthodologies d'analyse de cycle de vie. Donc là aussi, on va définir un petit peu ce qu'est le PEF. De la même manière, l'évolution récente du standard
par la proposition de directive européenne, puisqu'il y a eu encore des modifications qui ont été faites, et des retours d'expérience des membres du GT quant aux expérimentations de l'affichage environnemental textile, selon les trois propositions qui avaient été faites sur l'expérimentation. Une sur le socle ADEME, enfin la méthodologie ADEME, on va dire, pour le dire vite. Une sur la méthodologie européenne, donc PEF, et une sur des méthodologies alternatives. Donc, en fait, on a compilé un petit peu le retour des participants sur ces expérimentations, notamment au travers d'un questionnaire qu'on a administré et qui a été analysé et restitué par Sandra dans le GT et dans le livre blanc. On poursuit ensuite par une courte présentation d'Ecobalise. Alors, on aura le plaisir d'accueillir un peu plus tard, vers 15h, Alban Fournier, qui va nous présenter ce qu'est l'outil Ecobalise et qui nous semble un outil pertinent. Et vous allez également trouver dans le livre blanc un premier essai de benchmark d'un certain nombre d'outils, parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était une vraie demande des participants et puis plus largement des enseignes de mode, un peu de savoir qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, au niveau des bases de données d'analyse de cycle de vie, au niveau des différents référentiels, des outils de traçabilité d'analyse de cycle de vie. Donc voilà, il y a de nombreux acteurs, il y a de nombreuses méthodes, il y a de nombreuses bases de données, certaines sont gratuites, certaines sont payantes, etc. Donc, du coup, on a vraiment voulu faire un travail, alors c'est un premier exercice qui sera amélioré, mais un travail de benchmark sur ces outils qui sont proposés, et avec différentes catégories, donc par exemple, quelle est la technologie utilisée, quels sont les services qui sont intégrés, quelles sont les bases de données utilisées, quels sont les impacts calculés, donc quel est un peu le modèle économique de la solution. Voilà, donc ça, vous le trouverez dans le livre blanc. Une partie dans le corps de texte, une partie en annexe parce que c'est assez développé. Et évidemment, donc, comme je le disais, un benchmark qui vise à être amélioré. Alors, au sein du groupe de travail, on a eu le plaisir d'accueillir donc plusieurs propositions de solutions. 4 ont accepté de répondre à ce benchmark, donc on les a intégrés dans le livre blanc. Mais comme l'a dit Sandra, en fait, notre objectif, c'est au fur et à mesure, venir enrichir ce livre blanc et évidemment de présenter les autres solutions qui pourraient être, qui nous sont aujourd'hui encore présentées régulièrement. Donc, c'est un outil qui vise à être enrichi. Et à la fin de cette partie concernant le produit, on a également fait une synthèse d'une étude menée par l'Union européenne sur la compréhension et perception de l'affichage environnemental, enfin de certains types d'affichage environnemental. Et donc, on a également restitué cette étude qui nous a semblé intéressante. Alors, depuis, il y en a une qui a été faite par le gouvernement français. Mais cette étude a été intéressante pour justement essayer de comprendre comment peut être perçu des informations environnementales, un affichage environnemental du point de vue du consommateur. Et ça fait d'ailleurs l'objet de travaux en cours au niveau français sur quel type d'informations il faudrait avoir sur cet affichage environnemental pour optimiser la compréhension du consommateur d'articles textiles, sa compréhension, mais également orienter son choix, évidemment, vers des produits les plus respectueux de l'environnement et certainement également des prémices de conditions sociales de production. Voilà, donc ça, c'est ce que vous trouverez dans la partie 1, produit. Et donc, ensuite, on a la partie 2 qui concerne l'entreprise, qui a été menée par Sandra. Donc, Sandra. Merci. Donc, effectivement, sur le volet 2, on s'est plutôt concentré sur comment mesurer les impacts d'une entreprise. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a abordé 2 sujets. Tout d'abord, le bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, pourquoi ce sujet? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. Bon, d'une part, on voit, hein, il y a quand même de plus en plus aujourd'hui une mobilisation de différents acteurs et notamment des acteurs de la mode pour mesurer leurs émissions et construire des trajectoires bas carbone. Alors, on le fait de manière, je dirais, volontaire ou poussée par la réglementation, puisqu'il faut le savoir, et ça, je le reprécise parce que je suis pas certaine que tout le monde ait bien ça en tête. En France, vous avez la réglementation BGS qui s'impose aux entreprises de plus de 500 collaborateurs et donc qui oblige ces entreprises à réaliser tous les 4 ans un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce bilan des émissions de gaz à effet de serre, il y a eu une évolution de la méthode BGS là, qui est applicable depuis le 1er janvier 2023. Premièrement, la grosse évolution, c'est que vous devez non plus simplement rendre compte des émissions du scope 1 et 2 comme c'était le cas auparavant. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un certain nombre de critiques émises à l'égard du bilan GES, puisque quand on regarde, et alors c'est particulièrement vrai dans notre secteur, l'essentiel de nos émissions sont plutôt les émissions qui ont lieu en dehors de notre chaîne, au dehors de l'entreprise, c'est-à-dire dans sa chaîne d'approvisionnement, en amont ou en aval de nos activités propres. Donc bon, finalement, les critiques, c'était de dire, finalement, on va mesurer des choses qui ont finalement peu d'impact. Donc ça, c'est la première grosse évolution. Aujourd'hui, quand vous faites un bilan GES, vous êtes tenu de mesurer vos émissions significatives. Ça veut dire qu'il faudra prendre en compte tout ce qui est important en termes d'émissions. Et ce que vous ne prendrez pas en compte, il faut le justifier. Et deuxième évolution aussi du BGS, j'en parle, c'est que autrefois, avant 2023, finalement, si vous ne faisiez pas le bilan GES, les pénalités étaient peu importantes. C'était 1 500 € de pénalité, ce qui n'est pas très contraignant puisque un bilan carbone va coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, la réglementation dit que si vous ne faites pas ce bilan GES, la pénalité elle est de 10 000 € avec, je dirais, un extra. Si vous êtes retoqué une deuxième fois, ça sera 20 000 €. Voilà. Donc, je reprécise ce point-là parce que c'est vrai que tout le monde, je pense, ne sait pas qu'on peut être redevable du bilan GES. Aujourd'hui, c'est une obligation et il faut se mettre en conformité avec le sujet. Donc, au-delà du volet réglementaire, je dirais qu'il y a aussi le fait que si vous n'êtes pas directement concerné par le bilan GES, il y a la réglementation européenne qui est en train de se mettre en place avec la CSRD qui, elle, va aussi obliger les entreprises à rendre compte sur différents sujets environnementaux et sociaux, notamment de leurs impacts environnementaux et sociaux. Et dans la CSRD, il y aura à rendre compte sur le volet émissions de gaz à effet de serre. Et je le reprécise, la CSRD, elle, très rapidement, va concerner des entreprises de plus petite taille. À partir de 250 collaborateurs, vous serez redevable de la CSRD. Troisième point par rapport à ça aussi, c'est que finalement, si on n'est pas toujours directement concerné par cette réglementation, parfois, par effet de ricochet, on va devoir rendre compte à nos obligés, c'est-à-dire vous travaillez avec des partenaires qui, eux, vont être obligés et donc ils vont vous demander un certain nombre d'informations pour pouvoir rendre compte sur ces sujets-là. Donc voilà, ça c'était sur le volet réglementaire, pourquoi ça nous semblait important de travailler le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et puis deuxième sujet important, je pense que ça aura échappé à personne, on est quand même sur un secteur qui est fortement émissif. Selon les études, le pourcentage varie, on va dire entre 4 et 8% des émissions mondiales. Et on doit se saisir du sujet comme les autres secteurs d'activité et contribuer sur la décarbonation. Donc ça, c'est important. Je fais souvent référence à l'étude qui a été menée en 2018 par Cantis sur le sujet. On voit qu'il y a plusieurs, effectivement, sujets environnementaux sur lesquels dont on doit se saisir dans la mode. Mais c'est vrai que les émissions de gaz à effet de serre font partie des sujets clés. Donc voilà, sur ce volet-là, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le guide qu'on vous propose ? Alors tout d'abord, effectivement, on va vous expliquer quelles sont les différentes méthodologies que vous pouvez utiliser pour mesurer vos émissions. L'ISO 14001, le BGS, le bilan carbone et le GHG protocole. On vous renvoie vers les liens sur les sites internet de ces différentes méthodologies pour rentrer plus en détail de la méthodologie. Mais surtout, ce que nous, on a voulu faire, c'est vous expliquer finalement quelle était la méthodologie qui était la plus appropriée en fonction de vos objectifs et de votre situation. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif d'éclaircir ce point. Qu'est-ce qui est le plus adapté à mon entreprise en fonction de ce que je veux faire ?
Au-delà des méthodologies, on va aussi détailler finalement le process global, puisque toutes les méthodologies fonctionnent un peu de la même manière. Comme le disait Frédéric tout à l'heure sur l'analyse de cycle de vie, on va être sur une grosse partie de collecte de la data après avoir cadré le périmètre de l'étude. Bon, la collecte, ça reste sur tous les sujets qu'on a pu voir dans le cadre du GT, le nerf de la guerre, le plus gros, enfin le sujet complexe et le plus chronophage, je dirais en termes de mise en œuvre. Et puis ensuite, donc, on explique effectivement tout le process que je ne vais pas détailler là, je vous laisserai lire la méthodologie. Ensuite, en termes d'informations qu'on va vous fournir, c'est les liens vers les bases de données utiles et référentes aujourd'hui pour mesurer ces émissions de gaz à effet de serre. On va également vous proposer pas mal d'outils pour vous aider à bien choisir. Alors déjà, dans un premier temps, vous expliquer qu'on peut travailler le sujet de plusieurs manières. Soit vous réalisez vous-même votre bilan des émissions de gaz à effet de serre, soit vous faites appel à des prestataires externes qui vont vous accompagner sur le sujet. Et puis, ça peut être aussi via un outil qui va vous permettre de faire la collecte et l'analyse seul ou avec un cabinet d'ailleurs, de manière plus rapide. Donc, sur chacun des sujets, on a fait aussi un petit benchmark assez rapide pour vous expliquer les bénéfices et les inconvénients de chacune des méthodologies. Et là aussi, en fonction de chaque situation, une entreprise choisira plutôt une méthode qu'une autre. On vous a mis aussi tous les liens utiles vers les prestataires de services qui vont pouvoir vous accompagner sur la réalisation d'un bilan GES. Donc, vous avez leur liste aussi bien au niveau de l'Association pour la transition bas carbone que vers l'APCC, donc qui sont les deux organismes référents sur le sujet. Donc, vous avez ces experts listés. On parle un peu de tarifs aussi, puisque c'est souvent la question, combien ça va me coûter. Et donc, vous retrouvez aussi en lien l'étude qui est menée chaque année par l'Association pour la transition bas carbone, qui vous donne les tarifs pratiqués par ses membres et qui vous donne une idée finalement en fonction du temps de travail requis, à combien vous allez pouvoir vous en sortir sur un bilan. Voilà, et puis on vous met aussi en termes de liens, toutes nos recommandations pour bien démarrer les bonnes pratiques du secteur. Alors, sur ces bonnes pratiques, ce qu'on s'est rendu compte aussi en travaillant avec le groupe de travail, c'est que, globalement, beaucoup ont déjà réalisé leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde va, même s'il y a plusieurs méthodologies référentes, tout le monde va calculer un peu à sa manière les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément les mêmes hypothèses, on ne va pas forcément prendre le même périmètre, on ne va pas forcément prendre les mêmes bases de données, pas forcément avoir les mêmes méthodologies de calcul pour différents sujets. Donc, de cette réflexion, on s'est dit que ça pourrait être intéressant quand même de proposer la réalisation d'un guide sectoriel qui sera un guide pour bien mesurer ces émissions de gaz à effet de serre dans la mode. Donc, c'est quelque chose qui va être porté par Fashion Green Hub, sur lequel on va travailler à côté du groupe de travail. C'est vraiment un autre sujet qui va être développé. Et donc, on a proposé ce guide à l'ADEME. Et donc, on a le soutien de l'ADEME pour travailler sur ce guide sectoriel. Et donc, une fois qu'il sera validé effectivement par l'ADEME et qu'il sera bien mis en œuvre, eh bien, vous aurez aussi sur le site de l'ADEME, en plus des sites, des guides sectoriels déjà existants, un dédié vraiment à notre secteur d'activité. Donc, ça, c'est vraiment un outil aussi qu'on pense qui sera intéressant pour notre secteur. Voilà pour le volet émissions de gaz à effet de serre. Deuxième volet dont on a parlé, on s'est penché sur le calcul et la monétarisation des externalités d'une entreprise. Je ne vais pas trop détailler maintenant puisqu'on va vous faire tout un focus là-dessus avec Frédéric dans quelques instants. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, si j'ai une démarche beaucoup plus globale et beaucoup plus holistique, comment je peux mesurer l'ensemble des externalités de mon entreprise, c'est-à-dire prendre en compte à la fois des impacts environnementaux et sociaux, positifs et négatifs, et comment je peux aussi peut-être monétariser ces impacts pour en avoir une lecture plus simple et plus facile finalement. Donc, on a travaillé là-dessus. Donc, ce que vous allez retrouver dans le guide, c'est à la fois les 4 méthodologies, les 4 grandes méthodes pour mener cette mesure des externalités et leur monétarisation. On a eu la chance d'avoir un expert qui vient nous présenter ces différentes méthodes, en l'occurrence le cabinet PwC qui a bien voulu venir nous apporter son expertise sur le sujet. Donc, on a repris les 2 méthodologies qu'il nous a présentées. Donc, à la fois l'IPNL, qui est la méthode qu'on connaît via Kering, puisque c'est une méthode qu'ils expérimentent depuis pas mal d'années.
On a eu aussi la chance d'avoir Tape à l'œil qui expérimente aussi cette méthodologie, qui est venue nous faire son retour d'expérience sur la méthode. Donc là aussi, on vous fera une présentation tout à l'heure de leur retour d'expérience sur le sujet. Au-delà d'IPNL, on a aussi eu la présentation d'une méthode très intéressante qui est la méthode LIFT, que je vous synthétiserai tout à l'heure aussi dans le cadre de la restitution de ce livre blanc. Et puis, on a exploré, et donc c'est Frédéric qui a plutôt travaillé sur ce volet-là, une autre méthodologie qui est la méthode True Price, qu'on vous présentera aussi tout à l'heure, qui est très intéressante à pas mal d'égards. Donc tout ça, vous retrouverez effectivement les méthodes dans le livre blanc. Et puis effectivement, à chaque fois, vous aurez donc le retour d'expérience de Tape à l'œil. Vous aurez aussi les recommandations de PwC qui accompagnent quand même pas mal d'acteurs de différents secteurs sur ce sujet-là. Ces recommandations pour bien démarrer lorsqu'on veut se mettre sur le sujet du calcul et de la monétarisation des impacts. Et puis, on fait aussi un petit retour d'expérience, finalement, nous aussi, ce qu'on a pu retenir un peu des différentes méthodes, leurs limites et leurs atouts. Voilà un peu pour vous dresser un bilan global de tout ce qu'on va pouvoir vous présenter. Alors Frédéric, je te passe la main peut-être pour faire un état des lieux de toutes finalement ce qu'on a conclu du GT et ce qui en est un peu ressorti. Oui, donc alors en fait, tu l'as déjà dit un peu, en tout cas sur la partie effectivement émission des gaz à effet de serre. On sent que c'est une démarche qui est un peu plus mature que la partie peut-être plus analyse de cycle de vie et affichage environnemental, qui sont des outils qui sont en cours d'élaboration. Et donc du coup, je focaliserai peut-être un peu plus sur alors, et également ce que tu viens de dire sur la nécessité de standardiser un petit peu les méthodes et les résultats pour qu'on puisse également communiquer sur ces émissions à partir de scénarios de scénarios communs. Donc ça, effectivement, c'est ressorti du groupe de travail. Ensuite, concernant l'analyse de cycle de vie et l'affichage environnemental, en fait, ce qu'on a retenu essentiellement, c'est que c'est difficile, donc à plusieurs égards. Donc, du coup, alors l'affichage environnemental et l'analyse de cycle de vie, ce sont des approches produits. Donc, une approche produit dans un secteur d'activité, donc l'habillement, qui a énormément de références produits. Donc, il y avait de fortes interrogations pour savoir si effectivement cet outil d'ACV pour ce type de secteur et qu'il était assez compliqué de le mettre en place en interne compte tenu justement du nombre de références et du travail que cela implique. Également sur la partie affichage environnemental. Et donc, du coup, ce qu'on a pu noter sur cette partie-là, c'est que donc il y avait un fort besoin de sensibilisation de la part des équipes, notamment en direction de, pour justement les directions, les dirigeants d'entreprise, donc pour leur expliquer qu'il est nécessaire de s'engager dans l'analyse de cycle de vie, en tout cas dans l'affichage environnemental textile. Alors que les contours ne sont pas totalement arrêtés aujourd'hui. On a noté aussi une difficulté et un manque de connaissances sur les niveaux inférieurs de la supply chain, donc tisseurs, filateurs, matières premières, et avec des interrogations sur la capacité de l'entreprise et sur la volonté aussi du fournisseur de donner des informations qui vont être nécessaires pour le calcul d'impact et pour l'analyse de cycle de vie. Donc, une interrogation par rapport à ça. On l'a évoqué, toi comme moi, donc la problématique de la collecte de données sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, comment accéder à l'information, le temps de collecte, le coût que ça va engendrer aussi bien au niveau interne qu'externe, puisque effectivement, au niveau de l'affichage environnemental et des expérimentations, on a vu que certains avaient choisi de travailler sur du calcul d'impact en interne et d'autres avec des cabinets en externe. Donc, la question de la formation également, la montée en compétence des équipes sur tous ces sujets pour bien comprendre les méthodologies qui paraissent quand même assez complexes, assez difficiles à mettre en œuvre pour
des responsables qui n'ont pas encore été formés à ces questions-là. Si je peux rebondir d'ailleurs, Frédéric, là-dessus, effectivement, il y a un vrai besoin aussi de vulgarisation du sujet. Alors, si on prend l'exemple de l'affichage environnemental ou de l'analyse de cycle de vie, moi, je constate qu'il y a un décalage finalement de verbatim entre un ingénieur qui va peut-être faire les calculs et vous restituer les résultats et des équipes produits qui vont être peut-être des acheteurs, des chefs de produits, des stylistes. Et le verbatim est pas le même et en fait, on ne se comprend pas quand on parle. Donc, il y a aussi tout ce travail de vulgarisation, de simplification des sujets qui parfois font peur, on l'a vu aussi dans les entreprises, et qui freinent le passage à l'action. Oui, tout à fait, surtout qu'on va travailler avec en transversalité. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant aussi dans le cadre de l'affichage environnemental et de l'analyse de cycle de vie, c'est cette nécessité finalement de travailler avec les différents services de l'entreprise. Donc ça va être l'équipe produit, l'équipe marketing, l'équipe IT, l'équipe qualité, RSE, etc., etc. Donc en fait, on voit qu'il y a ce besoin de transversalité et mais qui pose question en termes de communication, effectivement, parce qu'on ne parle pas tous le même langage. Et donc, il y a vraiment une forte nécessité d'adopter un langage commun pour bien se comprendre, effectivement, et puis pouvoir avancer sur ces questions-là. On a eu aussi des retours plus techniques sur la communication entre les logiciels de gestion, où on nous a dit que c'était très compliqué de mettre en place ou de faire communiquer là également des outils qui peuvent être des outils comme des ERP, PLM, avec les outils notamment des structures qui proposent des solutions de plateformes de traçabilité d'analyse de cycle de vie. Et donc, des retours où on nous a expliqué que, on le sait, la modification de RP, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc, du coup, les budgets de développement sont assez conséquents. Beaucoup de complétude manuelle dans un premier temps. Et donc, du coup, ça mobilise là encore beaucoup les équipes pour pouvoir répondre à ces objectifs. Donc, c'est une démarche qui, au moins dans un premier temps, est assez lourde pour l'entreprise. Sur l'évaluation environnementale, ce qu'on peut retenir, c'est que, alors, il y a eu on sent qu'il y a un fort intérêt pour, évidemment, l'affichage environnemental, avec normalement une obligation à partir de janvier 2024, hein, donc il faut y aller. Donc, les expérimentations qui ont été menées par l'ADEME ont rencontré un fort succès. Alors, c'est vrai que il y a eu des soutiens financiers pour participer à l'expérimentation, et ça, c'était vraiment une très bonne chose. Et donc, vous le retrouverez d'ailleurs dans le livre blanc, le nombre de structures qui ont participé aux expérimentations, les différents types d'expérimentations, et on voit qu'il y a eu un vrai engouement pour participer, en tout cas pour une partie des enseignes, pour participer aux expérimentations, être un peu proactif par rapport à ça. Donc, on sent qu'il y a une vraie volonté. Mais il y a effectivement un travail de préparation et de structuration qui on peut parler également de l'impact, on va dire, économique, et notamment en termes de retour pour le code environnemental, a quand même un objectif, c'est de faire en sorte que les consommateurs, lorsqu'ils achètent un produit, un article de l'habillement, achètent un produit qui soit plus respectueux de l'environnement qu'un autre produit. C'est un peu l'intérêt. Mais est-ce que effectivement ça va avoir un impact en termes de choix de produits plus respectueux ou non? Pour l'instant, on ne le sait pas encore, on l'espère. Mais c'est une vraie interrogation pour les enseignes, c'est-à-dire en gros, quel va être l'impact de l'affichage environnemental sur l'achat de ces articles. En gros, est-ce qu'il va y avoir un retour intéressant en termes financiers pour les enseignes comparativement aux coûts mis en place pour la préparation de l'affichage. Et donc, il y a un vrai risque financier, hein, il ne faut pas le nier, donc des investissements qui sont assez lourds, et dans un contexte qui est quand même plutôt morose, hein, encore récemment, là, donc on a appris les difficultés d'un certain nombre d'entreprises de l'habillement.
Et donc, du coup, voilà, donc ce qui fait que ça renforce cette interrogation par rapport à la portée de cet affichage et de ces outils. Merci. On reviendra sur l'affichage effectivement dans le dernier temps. Peut-être juste pour préciser quelques points d'interrogation dans le chat. Donc effectivement, le livre blanc, enfin, les deux livrets sont disponibles sur le site de Fashion Green Hub. Donc ils sont pour le moment effectivement consultables. Vous pourrez les télécharger très très prochainement. Donc il va y avoir encore quelques petites mises à jour. Et ensuite, il y a une petite question pour vous, Sandra et Frédéric. Est-ce que vous avez exploré s'il existe des méthodologies certifiées pour mesurer les émissions de CO2 évitées et donc éligibles au Verified Carbon Credit? Alors non, la réponse est non, on n'est pas allé jusque-là dans le travail qu'on a mené. On s'est plutôt concentré effectivement sur proposer, enfin en tout cas lister les méthodologies possibles pour les entreprises, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, les 4 méthodes, comment ça se déroule. Voilà, on était plutôt dans l'explication finalement du sujet, on n'est pas allé jusque-là. Alors cela dit, on vous parlera tout à l'heure de la suite du GT. Je vous ai parlé aussi d'un travail parallèle qui va être mené par Fashion Green Hub sur la réalisation d'un guide sectoriel. Je prends le point et effectivement, c'est des choses qu'on pourra traiter dans un second temps pour compléter. Frédéric l'a dit d'ailleurs, tout le travail qui est fait va se nourrir aussi dans les mois et les années qui suivent. Voilà, et l'idée, c'est d'être le plus complet possible, en fonction de l'arrivée des éléments qu'on aura à notre disposition. Donc, on pourra compléter là-dessus, effectivement. Merci pour cette présentation de ce livre blanc. Donc tout est à retrouver, effectivement. On pourra aussi au fil des mois au sein du groupe de travail réorienter des sujets. Voilà, le sujet sur lequel vous avez voulu aussi traiter, c'est effectivement voilà, la monétarisation, un sujet voilà, qui est venu dans le groupe de travail et qui va se poursuivre, hein, si je ne me trompe pas, toute cette année dans ce groupe de travail. Voilà, peut-être Sandra, Frédéric, voilà, sur ce sujet bien précis, peut-être apporter un petit point d'éclairage aux gens qui nous écoutent. Oui. Alors effectivement, on a vraiment voulu faire un focus là-dessus avec Frédéric aujourd'hui. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, auquel on croit beaucoup. On est vraiment convaincus de par les discussions qu'on a pu avoir avec les experts pour avoir creusé le sujet, que c'est un sujet sur lequel, c'est un sujet d'avenir pour nous, sur lequel les entreprises vont aller de manière volontaire ou vont devoir aller parce que voilà, la réglementation est ce qu'elle est en train d'évoluer et probablement qu'elle amènera aussi les entreprises sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, au-delà de ça, personnellement, je trouve qu'aussi, c'est ce qui est intéressant dans ces démarches-là, et on va vous les présenter, c'est que ça permet, à mon sens, de redonner la vraie valeur, la juste valeur du prix d'un produit. Et je pense que c'est une notion qu'on a un peu perdue dans notre secteur d'activité. On le voit bien, certains consommateurs ont l'impression qu'on peut acheter 3 francs 6 sous un produit. Or, ce n'est pas le cas. Il y a effectivement un coût à payer pour un produit qui intègre du coup les externalités positives et négatives que va générer le développement de ce produit-là. Et moi, je suis assez convaincue que des entreprises plutôt novatrices sur ces sujets de développement durable vont se saisir du sujet pour aussi valoriser le prix de leurs produits, dire en effet, on n'est pas au même prix que nos concurrents, mais en découpant, en expliquant ce coût monétarisé, comme on va vous l'expliquer tout à l'heure, ça va apporter la vraie valeur du produit et je pense que ça sera un élément très important aussi pour convaincre les consommateurs. Alors Frédéric, je veux bien que du coup tu passes sur la présentation qu'on vous a préparée sur le sujet. Alors il faut savoir que cette question de la monétarisation et du calcul et de la monétarisation des impacts, c'est vraiment quelque chose qui est relativement récent, hein. Ça date de 10-15 ans maximum pour les premières expérimentations, donc c'est relativement neuf. C'est des démarches qui sont volontaires de la part de différentes entreprises. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation à le faire, même si avec Frédéric, on pense que potentiellement demain, il y aura certaines obligations sur le sujet. Voilà. Alors, de quoi on va parler quand on parle de mesure des externalités et de leur monétarisation? On est vraiment sur le sujet de la comptabilité multicapitaux.
de la comptabilité intégrée. Ça parle peut-être plus à certains qui ont peut-être déjà entendu ces termes-là. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire à travers cette comptabilité qui est différente? C'est de mesurer la performance globale de l'entreprise, c'est-à-dire aller au-delà de la simple performance financière, économique qu'on a l'habitude de calculer et de mesurer et dont on a l'habitude de rendre compte au niveau des entreprises. Et donc, du coup, d'intégrer dans nos réflexions et dans les calculs, finalement, quelles vont être les externalités, c'est-à-dire les impacts positifs et les impacts négatifs de l'activité de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, et donc quel est l'impact que ça va avoir sur ses parties prenantes. Donc, c'est vraiment une démarche qui est très intéressante parce qu'en fait, elle va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale, vraiment une vision holistique des impacts de votre entreprise. Et ça va permettre, donc, effectivement, à côté du volet financier, d'intégrer une nouvelle dimension qui va être environnementale et ou sociale, parfois monétarisée, on vous montrera des exemples, et ça va permettre d'élargir la réflexion, de présenter les résultats sous une forme monétaire intégrée et de mieux piloter finalement la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer? Alors d'abord, on va chercher à regarder quels changements vont résulter de l'activité de l'entreprise. Donc un exemple qui peut être pris par l'entreprise, c'est la question du changement climatique. Je veux bien que tu passes le sujet. Deuxièmement, on va aller regarder comment ces changements vont affecter la société. Donc, typiquement, dans l'exemple que je viens de donner, ça pourrait être le changement climatique peut avoir des impacts négatifs sur la santé humaine, potentiellement également sur mes infrastructures, sur les récoltes qui vont être moindres et de moins de bonne qualité. Et ensuite, on va aller regarder, on va chercher à valoriser ces impacts. Donc, on va regarder soit quels sont les coûts des dommages ou les coûts d'investissement qui vont être nécessaires pour éviter ces impacts, ou bien on va regarder, selon les méthodologies, le prix à payer pour vivre avec ces impacts. Donc là, typiquement encore, dans l'exemple que j'ai donné, ça pourrait être quels sont les coûts sociaux induits par les émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelles sont les principales méthodes? De ce qu'on a compris, de ce qui nous a été présenté, en gros, on a deux gros types d'approches qui existent et finalement que vous allez choisir en fonction des objectifs poursuivis, et ça vous donnera d'ailleurs pas les mêmes résultats. Donc, on a une première approche qui est l'approche compte de résultats, et une deuxième approche qui est une approche compte de résultats. Et si tu peux revenir en arrière, Frédéric, je suis sur la partie compte de résultats et bilan. Et donc là, dans cette approche-là, on aura vraiment un PNL qui va être spécifique par sujet. Et donc, vous aurez des budgets avec des états financiers dans lesquels il y aura également des capitaux et des dettes naturelles, c'est-à-dire sur le volet environnemental et ou social, selon ce que vous choisissez, qui seront du coup intégrés dans vos réflexions. Alors, je veux bien que tu rebascules du coup sur la présentation. Donc, sur ce premier volet, quand on est vraiment dans une approche que compte de résultats, il y a deux grandes méthodes. La première, ça va être la méthode par le chiffrage du coût des externalités. Donc, on va essayer de mesurer le coût de ces externalités. Là, je vous ai mis un exemple, quantifier l'utilisation des ressources naturelles. Alors, une méthodologie pour ça, c'est les PNL, que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est assez connue, en tout cas, Kering l'a développé et on a beaucoup communiqué sur le sujet. Et donc là, ça va vous donner quoi? Un compte de résultats environnemental au niveau de votre entreprise. Deuxième approche, là, on va être sur une approche par le netting, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Elle va regarder finalement quelles sont ses externalités négatives. Elle va regarder aussi quelles sont ses externalités positives et quelque part, elle va sommer le tout. Donc, elle va regarder à la fois la valeur créée par l'entreprise et la valeur détruite par l'entreprise. Là, je vous ai mis aussi, vous avez également un exemple, par exemple, la valeur créée au travers l'emploi de collaborateurs en situation de handicap. Et puis, sur un impact négatif, ça pourrait être la valeur détruite liée aux émissions de gaz à effet de serre générées par l'entreprise. Et donc là, dans cette méthode de calcul, on va sommer les plus et les moins et regarder si, au final, l'entreprise va créer ou détruire de la valeur. Donc là, un exemple, c'est le Sustainable Profit and Loss Account qui va vous permettre de faire cette mesure. Sur le volet bilan et compte de résultats, donc l'approche, elle est différente là aussi.
Vous avez par exemple l'approche intégrée dans laquelle vous aurez à la fois un bilan et un compte de résultat par sujet traité. Donc l'entreprise va choisir les sujets qu'elle souhaite traiter, environnementaux et ou sociaux. Pour chacun de ces sujets-là, elle va dresser un bilan et un compte de résultat annuel. Et là aussi, on vous montrera des exemples tout à l'heure. Et donc, elle va regarder, elle va chercher, définir un budget pour chacun de ces sujets. Et donc, elle devra tenir dans ce budget. Donc, il y aura soit des limites qu'il ne faudra pas dépasser, donc un minimum de budget à ne pas dépasser, enfin un maximum, pardon, de budget à ne pas dépasser, ou alors il y aura un minimum requis. 2 exemples, ça pourrait être un maximum à ne pas atteindre, un budget carbone que vous avez pour l'année, vous ne devez pas aller au-delà. Inversement, un minimum à atteindre, ça pourrait être un budget formation sur l'année, vous devez atteindre ce budget de formation. Et du coup, ça vous donne du crédit ou du déficit finalement d'une année sur l'autre en fonction du calcul. Donc là, un bon exemple qu'on vous présentera tout à l'heure, c'est la méthode LIFT qui nous a été présentée dans le cadre du groupe de travail. Quatrième et dernière méthodologie, ça va être aussi une méthode intégrée qui va être un peu différente parce que là, dans cette approche-là, on va être vraiment sur l'intégration dans vos états financiers de capitaux naturels, c'est-à-dire qu'au-delà, je dirais, de bilan et de compte de résultats financiers, on a finalement une analyse de la performance classique de l'entreprise. On va intégrer des agrégats environnementaux et ou sociaux. Et donc, là encore, vous aurez chaque année potentiellement des dettes à rembourser sur ces différents sujets. Donc là, une méthode qui existe, c'est la méthode CARE qui répond à cette méthodologie. Du coup, je veux bien que tu bascules sur la suite, Frédéric. Alors, par rapport à ça, donc on voulait vous expliquer peut-être un peu plus en détail 2 méthodes qui nous ont été présentées. L'IPNL, donc, qui est une méthode qui existe depuis 10-15 ans, qui a été expérimentée par plusieurs secteurs d'activité, dont notre secteur, la mode. Vous avez, je le disais tout à l'heure en introduction, Kering qui a vraiment travaillé sur cette méthode, qui en rend compte très régulièrement et qui a beaucoup communiqué sur le sujet. Il y a aussi Fashion Cube qui a travaillé dessus. Et comme je vous le disais en introduction, on a eu la chance d'avoir la société Tape à l'œil qui est venue nous présenter justement son expérience du sujet. Alors malheureusement, Benoît Mouviel, qui est en charge du sujet, n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il était en déplacement. Par contre, il est OK pour qu'on puisse présenter son étude et les résultats et ses recommandations et ses enseignements sur la méthode. Donc voilà, on va le faire dans quelques instants. Alors, de quoi il s'agit l'IPNL? C'est vraiment une méthode où, encore une fois, donc, comme je l'expliquais, on va évaluer, non, je veux bien que tu reviennes en arrière, de manière monétaire, vos impacts environnementaux. Donc, on n'est que sur une dimension environnementale. Hein. Là, on ne prend pas du tout en compte le social, contrairement à certaines autres méthodologies. Et donc, on va regarder sur la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, donc vraiment sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, quels sont les bénéfices et dommages pour l'environnement créés par l'activité de l'entreprise. Donc, on est dans vraiment une approche compte de résultats, c'est-à-dire que chaque année, on va aller regarder ce qui est pris en compte en termes de coûts et de bénéfices monétarisés par l'entreprise. Alors, du coup, je veux bien que tu bascules sur la suite. Donc, typiquement, Kering, eux, dans leur méthodologie, va suivre 6 indicateurs environnementaux. Et comme je le disais, va regarder la performance de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Alors, quand je dis ensemble de la chaîne de valeur, il s'arrête aux opérations et aux magasins. Si je ne me trompe pas de ce que j'ai lu récemment, il souhaite aller plus loin et intégrer aussi l'utilisation et la fin de vie par l'utilisateur. Mais en tout cas, c'est là où ils en sont aujourd'hui. Donc, du coup, slide suivante. Comment ça se passe typiquement? Bon, comme beaucoup d'autres méthodologies, hein, finalement, il y a le démarrage, ça va être vraiment une grosse étape de collecte de la donnée. Ensuite, on va analyser ces données et les modéliser. Donc, on va récupérer de l'information primaire de la part de ces fournisseurs. On peut utiliser aussi de la donnée secondaire qu'on va avoir à partir de, je sais pas moi, d'informations de marché, d'études de cas, de concurrents, etc. Toutes les informations on va combiner les différents modèles et en produire les résultats intermédiaires qui vont être évalués du coup via des coefficients de monétarisation.
Alors là, on va prendre, selon les entreprises, on va prendre différentes bases de données qui peuvent avoir des facteurs d'émission, des facteurs de monétarisation différents, qui vont être plus ou moins précis, à la fois selon les méthodologies, enfin selon les bases de données pour être plus précises, ou selon les sujets. Et puis, ça va vous permettre de sortir un résultat final que vous allez pouvoir visualiser de manière très globale, c'est-à-dire combien en valeur monétaire j'ai généré d'impacts environnementaux. Je vous montrerai l'exemple de tape à l'œil. Et puis après, vous allez pouvoir redescendre dans une analyse beaucoup plus fine, telle que je vais vous la montrer dans le slide suivant. Donc, le slide suivant, c'est ce que rend compte Kering sur son site internet, et on le voit bien. Donc là, vous avez une analyse à la fois par type d'impact et en fonction de sa chaîne d'approvisionnement. Ça permet de visualiser très facilement où sont ses principaux impacts environnementaux. Alors, par rapport à ça, slide suivante, l'intérêt de la démarche, c'est d'une part, je veux bien que tu bascules les points, c'est que ça permet de donner des résultats qui vont être faciles à lire. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui nous a été remonté par tape à l'œil. Finalement, comme vous parlez de données monétaires financières, c'est très parlant pour tout le monde. C'est plus parlant peut-être que des tonnes équivalent CO2 ou des litres d'eau, donc qui ne sont pas très parlants pour tout un chacun. Là, comme on est sur une valeur monétaire, c'est effectivement beaucoup plus facile à lire. Et en tout cas, pour des dirigeants, ça va être plus facile à comprendre et ça va plus facilement enclencher, je dirais, les plans d'action au niveau des directions. L'intérêt de la démarche, que je vois qu'on est un peu short en timing, tu peux passer la suite. Voilà, ça permet de mieux mesurer ses impacts, de les piloter, d'être transparent. Je passe très vite là-dessus parce que je ne pourrais pas prendre trop de temps là-dessus. Alors, justement, sur le retour d'expérience qui a pu être fait par tape à l'œil, alors ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils avaient déjà commencé à faire un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, parallèlement à ça, en 2019, ils ont décidé de faire leur premier IPNL. Ils ont utilisé la méthode Kering. Ils ont été accompagnés par PwC sur le premier bilan. Et donc, maintenant, tous les ans, ils vont mesurer cet IPNL au niveau de leur entreprise. Alors, pourquoi ils ont choisi cette méthode? En fait, le premier point, c'est qu'ils ont trouvé ça intéressant, encore une fois, sur son volet monétaire. Le fait qu'on puisse avoir des indicateurs extra-financiers très lisibles et compréhensibles par tout un chacun, qui sont directement exploitables dans les bilans. La deuxième raison qui les a poussés à utiliser cette méthode, c'est qu'elle est très globale. On est vraiment sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Et ça leur semblait assez simple, je dirais entre guillemets, en termes de démarrage, parce qu'eux, ayant déjà mesuré leurs émissions de gaz à effet de serre, ils avaient déjà commencé à collecter la donnée, utile aussi pour réaliser un IPNL. Donc, eux, le travail préalable était déjà un peu fait. Ensuite, ce qu'ils trouvaient intéressant, c'est que les facteurs d'émission de Kering, ce sont des facteurs d'émission qui sont en open source. Donc, tout un chacun peut aller les utiliser. Ils sont mis à jour régulièrement. Donc, pour eux, ça permet d'avoir une mise à jour efficiente de leurs calculs. Et puis, ça permet aussi, si plusieurs entreprises du secteur calculent leur IPNL avec la même méthodologie, de comparer les choses parce qu'on aura utilisé les mêmes bases de données, la même méthode. Et dernier point qui les a motivés à choisir cette méthode, l'IPNL, c'est que la méthode, elle leur permet aussi de sortir du biais de la simple analyse d'un seul critère environnemental. Alors souvent, ce seul critère environnemental, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça dépend des entreprises, mais c'est vrai que c'est souvent la clé d'entrée, on rentre souvent par le carbone. Là, finalement, comme on va regarder 6 externalités différentes, bien, en termes de décision, on va pouvoir éviter les transferts de pollution. Faire des choix sur certains critères vont peut-être améliorer certains autres critères, mais aussi peut-être en détériorer d'autres. Donc là, ça évite ce biais. Alors concrètement, comment ça se présente? Ils nous ont partagé les résultats de leur IPNL. Donc on a sur la prochaine slide les résultats 2019 et les résultats 2020. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, il y a 2 indicateurs de mesure. Le bilan carbone avec des tonnes équivalent CO2 sur les 2 années. Donc 124 tonnes équivalent CO2 en 2019, 107 en 2020. Donc, on voit bien que là, sur ce volet-là, il y a eu une diminution de leur impact. Par contre, dans une approche plus macro et plus globale, via l'IPNL, on voit que ces impacts sont valorisés à hauteur de 42,1 millions en 2019
et 36 millions en 2020. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette monétarisation, ils ont, par les plans d'action qu'ils ont mis en œuvre, réussi à réduire leurs impacts de 14,5%. Et on voit que selon les sujets traités, la réduction est plus ou moins importante. Le moins important, c'est la pollution de l'air, moins 2%. Le plus important, c'était la réduction de la consommation d'eau, qui est à moins 23%. Par contre, on le voit bien, à contrario en rouge, les plans d'action ont contribué à augmenter la pollution de l'eau à hauteur de plus 43%. Alors, ce qu'on a trouvé intéressant dans la démarche qui nous a été présentée, c'est que tout ça, il redescend ensuite au niveau des services. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de route par équipe avec des objectifs et un budget environnemental par équipe. Donc, ça permet, je dirais, d'être très efficace dans la mise en œuvre de la stratégie et de pouvoir bien piloter de manière assez fine, finalement, cette stratégie environnementale. Sur la suite, alors, ils nous ont fait leur retour d'expérience aussi, quel était, sur l'intérêt de la démarche. Eux, vraiment, ça leur a permis de bien comprendre la répartition de leurs impacts et d'identifier leurs enjeux prioritaires, et également de mettre en place un système de pilotage efficace et beaucoup plus pragmatique. Alors, je le rappelle, eux, avant, ne pilotaient que via le bilan carbone. Enfin, il y a plein d'autres choses qui étaient mises en place, mais en tout cas, sur le volet global entreprise, c'était plutôt le bilan carbone qui drivait. Les remarques qu'ils nous ont apportées qui sont intéressantes à noter, c'est qu'il faut faire attention, le référentiel ou les référentiels sont souvent en constante évolution, donc il faut être préparé à mettre à jour régulièrement les éléments et à compléter avec d'autres référentiels. Donc eux, typiquement, continuent à utiliser les mêmes bases de données, mais ils ont complété avec ceux de la base ADEME, ils ont complété avec celle de l'Europe 3.0, ils complètent aussi avec la base Kering, etc., etc. Et puis, le deuxième point qu'ils nous ont mentionné comme étant vraiment important et stratégique, c'est attention, la collecte d'infos peut être assez importante, donc n'oubliez pas, c'est mieux d'avoir au départ, je dirais, quelque chose, des données relativement structurées, pour faciliter cette collecte. Donc, à minima, connaître sa chaîne d'approvisionnement, quelles sont les matières qu'on utilise, quels sont les sourcings, quel est le grammage des produits. Ça facilite le travail qui peut être assez chronophage. Et eux nous ont dit, globalement, ils ont mis 3 à 6 mois pour collecter et structurer la donnée. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Bon, après, je dirais que globalement, sur tous les sujets que nous, on a vus dans le cadre du GT, la collecte, ça reste un sujet très, très important. Ensuite, leur regard critique, qui est aussi intéressant, finalement, quelles seraient un peu les limites de la méthode. Bon, leur retour, c'est que c'est quand même une approche très produit, qui ne va pas forcément permettre de mesurer les émissions directes de l'entreprise, et notamment, ça ne va pas être forcément parlant pour tous les services de l'entreprise. Donc, eux conseillaient de compléter par un bilan carbone, par exemple. Ils expliquaient, je l'ai déjà dit aussi il y a quelques minutes, c'est que les référentiels bougent, donc il faut vraiment à chaque fois du coup revenir sur les bilans précédents pour remettre à jour des nouvelles données, je dirais, pour pouvoir comparer les bilans et s'assurer qu'on est bien dans la réduction de nos impacts. Ensuite, c'est une méthode qui est adaptée à une étude annuelle. Et finalement, si vous voulez faire de l'analyse de cycle de vie ou de l'éco-conception, c'est pas forcément adapté parce qu'on est vraiment plutôt sur une approche un peu long terme, si on peut dire qu'une année, c'est long terme. Et puis, dernier point, c'est d'être vigilant aussi sur les réglementations. Comme beaucoup de choses évoluent aujourd'hui, potentiellement, il faudra s'aligner aussi avec les réglementations en cours, donc faire évoluer les référentiels. Voilà pour l'IPNL. Alors, je vais passer très rapidement parce qu'il nous reste, on est un peu en retard, mais c'est pas grave, je vais passer très vite là-dessus. La méthode LIFT, on voulait aussi vous la présenter parce que d'une part, elle nous a été largement expliquée et surtout, on l'a trouvée extrêmement intéressante parce qu'au-delà de l'IPNL qui est basé que sur un volet environnemental, là, on va être aussi sur une approche sociale. Donc ça, c'est très intéressant dans la méthodologie. Donc, c'est une méthode qui a été développée par la chaire Audencia et donc qui a vraiment pour objectif de rendre compte au-delà de la dimension financière, finalement, de la performance environnementale et ou sociale de l'entreprise et qui a cette notion qui est très importante, c'est que contrairement à d'autres méthodologies, vous n'allez pas pouvoir compenser une dégradation par une amélioration à un autre niveau.
C'est-à-dire que chaque sujet va être traité différemment et vous ne pouvez pas dire si j'ai fait mieux sur, je ne sais pas moi, les émissions de gaz à effet de serre, ça va venir compenser ce que j'ai fait de moins bien sur le volet social. Là, vraiment, ce n'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est de s'améliorer sur tout et donc chaque sujet est traité vraiment de manière très spécifique. Donc, chaque année, vous aurez un budget alloué à chacun des sujets que vous allez décider de traiter. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la démarche, qu'on a trouvé intéressant, c'est que c'est aligné, en tout cas, ils se sont appuyés sur la théorie du donut, du coup, pour construire la méthodologie. Et donc, la méthodologie, elle va aller regarder effectivement, d'une part, les limites planétaires, donc l'ensemble des limites planétaires et dire, voilà, ça, c'est un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des limites et on a un budget par rapport à chacune de ces limites. Et puis, deuxième volet, il y a un plafond social, c'est-à-dire le minimum requis pour vivre de manière décente sur Terre, de manière inclusive, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont traité leur méthodologie qui va aborder l'ensemble des sujets du donut. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans la démarche. Je veux bien que tu passes la suite, Frédéric. Bon, ça, je ne reviens pas dessus, c'est ce que je l'ai dit. Il y a effectivement une notion de budget. Et donc, si vous dépassez votre budget, il y a la notion d'endettement chaque année au niveau de l'entreprise. Donc là, on vous a remis un exemple qui n'est pas du tout un exemple du secteur de la mode, mais comment ça peut, comment on peut rendre compte de ça chaque année. Là, on le voit bien sur les sujets traités. Donc, il y a le revenu du travail et il y a également le sujet. Alors, je suis désolée, je ne lis plus, mais je ne me rappelle plus quel était le sujet, Frédéric. Il y a 2 sujets qui ont été traités avec chacun un bilan non financier et un compte de résultat financier. Et donc, ces éléments vont être suivis chaque année. On voit que dans le premier cas, le compte de résultat est à 0. Par contre, dans le deuxième cas, on a un bénéfice de 37, alors je pense que c'est en millions d'euros sur le sujet qui est traité. Voilà. Alors, j'espère que c'est assez clair et je te passe la main, Frédéric, sur la méthode True Price qui est extrêmement intéressante également. Merci Sandra. Oui, donc alors… Juste avant, désolé. Il y a très rapidement pour… Oui. Il y a Anthony. Peut-être rapidement, il y a une question dans le chat. Sandra, on tape à l'œil, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des transferts d'impact sur les externalités entre 2019 et 2020 ? Je pense que ça peut vouloir dire que oui, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a eu une… alors d'ailleurs, oui, je suis désolée, tiens, ça me fait penser à un point que je n'ai pas évoqué et je ne sais plus si je l'évoque après, donc je le dis tout de suite maintenant. Mais effectivement, quand on regarde ces sujets-là, on le voit bien quand on agit sur un sujet, par exemple, potentiellement sur l'environnement, ça peut aussi avoir des impacts négatifs sur le volet social. Donc ça, c'est très important de regarder les transferts de pollution ou les transferts d'impact. Et là, je pense que oui, on peut dire ça puisque c'est la pollution de l'air ou la pollution de l'eau, je ne me rappelle plus, qui a augmenté. Donc, ça veut dire que probablement les plans d'action qui ont permis d'améliorer les autres sujets ont eu en revers la dégradation de ce critère-là. Alors, si je peux rebondir là-dessus, c'est que quels que soient les sujets, globalement, on n'a jamais de solution miracle et parfaite et c'est toujours des démarches de compromis. Et à mon sens, alors ça, je parle en tant qu'expert et en accompagnant les entreprises, ce que je recommande souvent, c'est on va jamais avoir… alors, idéalement, on cherche à améliorer tous les sujets, mais après, il va falloir regarder finalement ce qui fait sens et ce qui est le plus important pour l'entreprise. Et donc là, peut-être que le focus a été de mettre l'accent sur les autres sujets et malheureusement, ça a détérioré celui dont on parle. Merci Sandra. Du coup, je te redonne la main, Frédéric. Merci. Oui, donc, pas trop de retard. Très rapidement pour Ecobalise. En fait, donc on va présenter rapidement donc ce qu'a fait une organisation qui s'appelait avant True Price. Alors, c'est à peu près la même méthode que ce que vous avez vu auparavant, mais qui s'appliquait plutôt à l'échelle soit de l'entreprise ou dans une dimension un peu budgétaire. Là, en fait, c'est une application vraiment au produit. Et donc, c'est pour voir de quelle manière, en fait, alors je vais passer rapidement, mais en gros, comment les externalités sociales et environnementales, si on les appliquait au prix du produit, pouvaient justement modifier ce prix et le rapprocher de ce que devrait coûter réellement l'article par rapport à ce qui coûte lorsqu'il est mis sur le marché.
Donc, je vais passer peut-être sur certaines slides, mais on vous les présentera. Donc, il y a différents types de coûts qui sont intégrés, le coût de restauration, le coût d'indemnisation, le coût de prévention, et on a un dernier coût qui est, alors j'ai un petit souci, voilà, le coût de rétribution. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on va agir de la même manière, c'est-à-dire sur finalement le cycle de vie de mon produit, donc de la matière première jusqu'à sa fin de vie. On va regarder quels sont les impacts environnementaux à chaque étape, mais également les impacts sociaux. Voilà. Donc, par exemple, là, sur le coton, on va regarder la pollution de l'air, la pollution du sol, l'énergie. Et en fait, on va le traduire par des émissions de gaz à effet de serre, voilà, qui sont celles-là, par donc du méthane, du protoxyde d'azote, du CO2, etc., par process. Ensuite, alors, j'ai un petit souci avec, voilà, ça va passer. On quantifie tous les types d'émissions, on va les multiplier, on va les quantifier et on va leur attribuer en fait un coût qui va être un coût. Voilà. Alors, on va vérifier si le dommage s'est déjà produit, où il va se produire, est-ce que le dommage il est grave ou non grave, et on va choisir parmi les 4 types de coûts de remédiation, ce qu'on a vu: restauration, indemnisation, prévention, réapparition, rétribution. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que c'est une méthode qui se base également sur des bases de données d'analyse de cycle de vie. Et donc, du coup, on va retrouver les mêmes indicateurs d'impact qu'une analyse de cycle de vie, les 16 ou 18 indicateurs d'impact, puisque les dernières versions en fait, se reposent aussi sur le PEF. Et à chaque indicateur d'empreinte, en fait, on va lui ajouter un facteur monétaire. Donc, par exemple, ici, 0,157 € par kilo d'équivalent CO2. Et donc ça, on va le faire pour l'ensemble des impacts de l'analyse de cycle de vie, par exemple là, ici, sur l'eau, mais on va également le faire sur la partie sociale. Donc, par exemple, là, on va calculer ce qu'aurait coûté le gap de salaire pour atteindre un salaire minimal, un salaire décent. On va réattribuer le coût d'un système de sécurité sociale. On va réattribuer le coût d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Et en fait, on va arriver donc vous voyez le retail price, et on va arriver également à un calcul de coûts qui sont des coûts environnementaux et des coûts sociaux. Donc à droite, évidemment, le but étant de les réduire et appliquer au produit. En fait, on voit que, par exemple, le prix réel du coton qui est vendu, donc là, c'est du coton indien, qui date de quelques années, mais qui était vendu 0,55 €. En réalité, il devrait, si on réintègre les coûts environnementaux et sociaux, devrait coûter 4,20 €. Alors là, on voit le coût par étape de fabrication. Donc culture, fabrication, transport, et le total qui va être un total de 11,55 €. Ce qui veut dire qu'en fait, pour un t-shirt qui va coûter, on va dire, une moyenne de 15 €, en fait, il devrait, si on rajoute les coûts environnementaux et sociaux, il devrait coûter autour de 22 € et 23 € si on rajoute les coûts de consommation, donc voilà, toute la partie entretien notamment. Sur le jean, ils ont également fait ce travail-là, et en fait, on voit que l'écart entre le prix de revient classique et celui calculé selon donc la méthode de cette organisation est de près de 33 €. Donc avec les coûts environnementaux et sociaux, donc calculés par chaque étape. Donc du coup, c'est une démarche qui est très intéressante parce que rapportée au produit, et qui permet aussi d'apporter des explications, enfin en tout cas d'objectiver le fait que lorsqu'on parle généralement de un prix, ou alors je ne suis pas concurrentiel, notamment pour les industriels français, en disant qu'effectivement, voilà, on n'arrivera pas à atteindre des prix de grand import. En fait, les prix qui nous sont présentés en magasin ne sont pas réellement les prix
auxquels il devrait être vendu si on réintègre justement les coûts d'impact environnementaux et les coûts sociaux. Voilà, donc c'est une démarche qui nous semble, très intéressante et complémentaire par rapport à l'approche, on va dire, budgétaire et l'approche entreprise. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup Frédéric et Sandra pour ce point très intéressant, et on va passer au dernier temps. On a un tout petit peu de retard, voilà, désolé. Et pour ce dernier temps, donc le quoi de neuf sur l'affichage environnemental, je vais inviter à nous rejoindre donc Alban Fournier, qui est Product Manager au CGDD. Et du coup, je vous laisse la main avec Frédéric sur ce petit temps de quoi de neuf sur l'affichage environnemental. Merci beaucoup Anthony. Donc merci Alban de venir présenter aujourd'hui Ecobalise. Alors une petite remise en contexte. En fait, au sein du groupe de travail, effectivement, ce qui nous était revenu très souvent, c'était la difficulté d'accéder à finalement un outil qui permette de commencer à travailler sur de l'analyse de cycle de vie, de la collecte de données, de l'interprétation de résultats, mais un outil qui soit accessible, et y compris financièrement, pour les entreprises. Donc, avec différents avantages, ça peut être se familiariser, commencer à avoir une approche un peu pédagogique au travers de l'outil, pour pouvoir éventuellement ensuite évoluer vers autre chose. Et ce qui nous a semblé aussi très intéressant, c'est la philosophie autour d'Ecobalise qui est autour de la philosophie des communs, et cette volonté que vous avez eue dès le départ d'être dans une logique open source. Et donc voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter l'outil Ecobalise, sa philosophie, et également un petit peu ses objectifs et son fonctionnement? Oui, avec grand plaisir. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. Ok, super. Écoutez, je vais essayer de faire court là. Je crois que j'ai 20 minutes et on a un quart d'heure de retard. Donc je vais essayer de m'arrêter à 15h30 aussi pour laisser un petit temps de questions-réponses. Rapidement, j'ai préparé quelques slides. Je ne sais pas si, peut-être que j'en partagerai, mais je pense que ça sera plus riche d'échanger de manière assez directe comme ça. Alors, en 2 mots, en effet, déjà me présenter. Donc, je suis Alban Fournier. Je travaille donc pour le projet Ecobalise, qui est un projet qui est développé par le ministère de la Transition écologique, de manière plus spécifique par le CGDD. Voilà, le responsable de cette équipe, et Pascal Dagras, que vous connaissez sûrement. En 2 mots, du coup, avec un petit focus sur l'outil. Donc, en fait, quand on parle d'Ecobalise, donc on parle d'un projet. Je dis bien un projet parce que concrètement sur le textile, on a deux gros enjeux dans les prochains mois. Le premier, c'est de travailler sur la méthodologie de calcul, c'est-à-dire partir de l'existant. Quand je dis de partir de l'existant, c'est partir des référentiels existants dans le monde, de manière très concrète, pour mettre en place un dispositif d'affichage environnemental qui est prévu pour 2024. Donc, c'est un gros bloc méthodologie. Donc là, de manière très concrète, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. On s'inspire fortement et on se base sur le référentiel européen PEF. On se base aussi sur la base impact qui date d'il y a plusieurs années, mais qui est quand même riche à plusieurs égards. Et on travaille surtout sur pas mal de limites qui ont été identifiées tant au niveau français et au niveau européen, que ce soit sur les bases de données utilisées, la profondeur des bases de données, sur le fait que ces bases de données doivent être désagrégeables et en fait transparentes pour que notamment les experts ACV puissent justement s'emparer du dispositif et proposer des évaluations précises pour l'industrie et pour le consommateur du coup, in fine. Et il y a aussi pas mal d'enjeux méthodologiques sur les facteurs de caractérisation. Donc ça, c'est purement lié à l'ACV, on pourra en reparler. Donc voilà, bon, en tout cas, il y a un gros bloc méthodologique que Ecobalise s'accapare pour éclairer le gouvernement, puisque c'est un projet qui vise sur la méthodo à éclairer la prise de décision qui n'est pas à notre niveau, qui est au niveau du ministère. Donc premier bloc méthodologie et deuxième bloc au sein d'Ecobalise qui est en effet l'outil Ecobalise. Et donc on développe, comme Frédéric le disait, un commun numérique de manière très concrète et rapidement sur la notion de commun, je pense qui est vraiment intéressante et qui est nouvelle en France, mais même, je pense, au niveau européen, voire au niveau mondial, sur ces enjeux d'évaluation environnementale. C'est-à-dire qu'on est en train de bâtir un outil, une plateforme qui est open source, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est transparent, est documenté et accessible, c'est-à-dire qu'il y a une API et il y a une documentation en ligne, je pourrais partager mon écran, mais pour l'instant, je reste comme ça, qui permet à n'importe qui, à un citoyen, à une marque de textile ou bien à des bureaux d'études, des experts ACV, de venir voir ce qui est en train d'être construit
et de venir surtout critiquer et contribuer à ce qui est en train d'être mis en place, puisque c'est le but. Le but d'un commun, c'est de co-construire avec une communauté une ressource qui est partagée. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est que tout le monde peut venir contribuer à ces travaux et ensuite faire vivre le dispositif, la méthodologie, etc. Et donc cet outil qui fonctionne aujourd'hui permet en fait, d'ores et déjà aujourd'hui de calculer des impacts basés sur l'analyse de cycle de vie, donc comme je le disais, basés sur les référentiels existants. Et on travaille aussi sur enrichir ces référentiels sur différents enjeux aujourd'hui qui sont mal pris en compte dans l'analyse de cycle de vie appliquée au textile. Par exemple, les enjeux sur les microfibres, dont les microplastiques. Il n'y a pas que les microplastiques, il y a aussi des enjeux sur les matières naturelles qui sont traitées. Donc, on travaille dessus. On travaille sur d'autres enjeux comme il y a la toxicité humaine et l'écotoxicité aquatique, qui sont des indicateurs qui sont connus dans l'analyse de cycle de vie. Mais quand on creuse ces indicateurs sur le textile, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux d'inventaire de flux, c'est-à-dire un enjeu notamment de confidentialité de données sur les substances chimiques utilisées. Enfin bon, il y a beaucoup d'enjeux. Donc on travaille sur ces deux sujets, méthodo et l'outil. Ce que je peux te dire en plus sur Ecobalise et notre manière de fonctionner, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est que nous avons mis en place, enfin le gouvernement plutôt a mis en place, et nous animons ces ateliers, un comité d'experts scientifiques, on l'a nommé ainsi, qu'on réunit une fois par mois, c'est-à-dire que, donc, quand je dis on réunit, c'est le comité de pilotage au sein du dispositif qui organise une fois par mois ce comité, et qui vise en fait avec l'ADEME, le ministère et Ecobalise à échanger sur des points méthodologiques critiques liés au textile. Et donc là, de manière concrète, on a comme invité permanent l'INRAE, nous avons l'ENSET et nous avons l'IFTH. Nous avons aussi comme invité permanent un représentant du secrétariat technique du référentiel européen PEF, qui est Baptiste Carrière-Pradal. Et ensuite, en fonction de l'agenda de ces réunions mensuelles, nous invitons différents acteurs, ou bien de la société civile, mais surtout en fait des acteurs du textile, que ce soit des marques ou des fabricants. Par exemple, il y avait des acteurs de Decathlon qui ont participé, ou que ce soit des bureaux d'études ou des applications consommateurs. Voilà, puisque l'objectif de ce comité, c'est d'éclairer la prise de décision et d'avoir un organe en fait où les échanges sont très informels en fait, pour justement avoir une liberté de parole qui permet d'aller au fond des enjeux et de ne pas hésiter à dire ce qui marche bien, ce qui marche moins bien dans l'ACV et ensuite dans l'affichage environnemental. Voilà en 2 mots. Je peux peut-être partager mon écran si j'y arrive pour vous montrer très rapidement à quoi ressemble Ecobalise. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça Okay. s'affiche. Super. Alors là, du coup, je suis sur le site Ecobalise Alors, pour l'instant, c'est noir, par contre. Ah. Ça doit pas être ça. Ah, voilà, très bien. Ok. Alors, du coup, là, je suis sur le site Ecobalise que vous pouvez accéder directement depuis vos ordinateurs. Donc, Ecobalise se concentre sur les 2 secteurs aujourd'hui prioritaires en France sur l'affichage environnemental, c'est-à-dire le textile et l'alimentaire. Ouais. Je rappelle que donc, le dispositif est prévu pour début 2024, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille quotidiennement sur cet outil, sur la méthodologie, et on actualise le calculateur toutes les semaines. C'est-à-dire que le calculateur va évoluer. C'est une version qui est vraiment en construction. Donc, en gros, si vous venez régulièrement faire des calculs, ne soyez pas surpris de l'évolution du calculateur. Et donc, si je vais sur la partie textile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de manière très concrète un calculateur, un simulateur, on va dire, assez simple, qui permet à n'importe qui, en fait, pour un produit donné, de venir renseigner différentes informations sur la composition du produit, sur la chaîne de valeur du produit, sur, je ne sais pas moi, par exemple, au niveau de l'ennoblissement, par exemple. Est-ce que l'ennoblissement, s'il n'a pas lieu en Inde, par exemple, et qu'il a lieu, je ne sais pas moi, en Égypte, est-ce que c'est de la teinture sur fil, sur tissu, sur article? Les procédés d'impression, est-ce qu'il y en a? Oui, non. Sur quelle surface ces procédés d'impression sont appliqués. Enfin, il y a toute une série de paramètres sur l'ensemble du cycle de vie du produit et qui permettent sur la droite de calculer des impacts. Donc, ces impacts, en fait, reflètent la méthodologie utilisée. Encore une fois, la méthodologie n'est pas finalisée. On a encore tout 2023 pour la finaliser. Mais cet outil, justement, permet de faciliter les échanges, voilà, avec l'ensemble des parties prenantes liées à l'affichage, donc que ce soit des consommateurs, des applications, que ce soit des experts ACV, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des marques, que ce soit des groupes. L'intérêt de cet outil, c'est de rendre transparent
les travaux en cours et surtout de pouvoir prendre en compte les retours des acteurs. Voilà. Donc là, par exemple, là, c'est un score agrégé. Aujourd'hui, on propose un équivalent score PEF. Ensuite, vous pouvez sélectionner, par exemple, un autre indicateur, par exemple l'indicateur changement climatique, et vous avez, par exemple, ici, vous avez un impact, et l'impact est directement lié au choix que vous faites. Sur les fonctionnalités de l'outil, elles vont évoluer, elles vont s'enrichir, mais j'en parle pas trop parce que c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous montrer aussi, une dernière chose, c'était en haut à droite, c'est la partie documentation. Quand je clique dessus, je ne suis pas sûr que vous voyez l'onglet, mais limite je vais arrêter. Mais en tout cas, en haut à droite, il y a un onglet documentation qui vous permet... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, toujours. Super. Et en fait, dans l'onglet documentation, qui vous permet de voir de manière très concrète les hypothèses qui ont été prises en compte et qui vous permettent aussi d'avoir accès à des fichiers de travail sur lesquels nous travaillons avec l'industrie pour justement contribuer, enfin, vous tenir informé et contribuer aussi à ces travaux. Et encore une fois, dans la rubrique documentation, vous avez des points de contact avec notre équipe qui vous permettent de nous solliciter. Et par exemple, aujourd'hui, la semaine dernière, de manière très concrète, on avait par exemple un atelier de travail avec un écotoxicologue aux États-Unis qui travaille pour le Higg Index et qui, par exemple, trouvait très intéressant ce qu'on faisait, qui n'hésitait pas à nous partager des choses. Voilà sur l'outil. Et un dernier élément, et après, je vous laisse réagir. Je voulais aussi mettre en avant le fait que nous avons mis en place un groupe sur un outil qui s'appelle Slack et qui rassemble différents experts de l'analyse de cycle de vie appliquée au textile et qui permet en fait de donner la parole à n'importe quel acteur qui maîtrise les enjeux d'ACV appliqués au textile pour à la fois nous faire part des retours, que ce soit critiques ou des retours encourageants, et surtout pour justement accompagner l'industrie de l'évaluation environnementale vers une méthode commune et vers des paramètres communs. Parce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui est demandé par l'industrie, c'est-à-dire par les marques. Les marques, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, lorsqu'elles allaient voir un bureau d'études A et un bureau d'études B, elles pouvaient avoir pour un même produit des impacts différents, puisque les méthodes et les hypothèses prises par ces bureaux d'études étaient différents. Donc aussi, un des intérêts de nos travaux, c'est de pouvoir aligner tout le monde sur un socle commun, en se basant encore une fois sur ce qui se fait de mieux. En l'occurrence, aujourd'hui, on peut dire que le référentiel européen PEF appliqué au textile est ce qui se fait de mieux. Donc, on part de ça et on complète les limites de ce référentiel pour finaliser le référentiel français. Très bien. Donc, en fait, vous l'avez dit, mais vous l'indiquez également sur la plateforme Ecobalise. Donc, vous précisez bien que cet outil, pour l'instant, n'est pas un outil, on va dire, mis en production, entre guillemets, n'est pas un outil qui permet en tout cas, de garantir le résultat des impacts environnementaux. Donc, est-ce que à terme, vous estimez qu'à terme, il va être mis en production? Parce qu'en fait, les différents paramètres technologiques, méthodologiques auront été arrêtés, validés. Et est-ce qu'il y aura un lien avec l'affichage environnemental textile? Oui, en effet, très bonne question. Alors aujourd'hui, en effet, c'est une version vraiment alpha ou bêta, on l'appelle comme vous le souhaitez. Donc, les calculs aujourd'hui ne sont pas utilisés, on ne recommande pas d'utiliser ces résultats dans des allégations ou autres, puisqu'encore une fois, les modèles évoluent. Par contre, à terme, dans le cas du dispositif, ce qui est envisagé pour le positionnement d'Ecobalise, c'est que Ecobalise rende accessible un calcul de niveau 1 qui est conforme à l'affichage environnemental. Pourquoi? Parce que pour mettre en place un dispositif à grande échelle, l'État se doit de rendre accessible le calcul des notes, tout simplement pour que ça soit accessible. Donc Ecobalise permettra de calculer des résultats et un score conforme au dispositif en premier niveau, donc c'est-à-dire avec quelques paramètres simples et surtout beaucoup de valeurs par défaut, puisque aujourd'hui la majorité des marques ne maîtrisent pas l'ensemble des paramètres du cycle de vie de leurs produits. Par exemple, lorsqu'on interroge des marques sur quel type de teinture est utilisé, quel procédé de teinture, quelles sont les consommations d'électricité utilisées au tissage, au tricotage, quelle est la densité de fils, quel est le titrage des fils utilisés sur un tricot, ou bien sur un tissu. En général, les marques ne maîtrisent pas ces infos sur un grand nombre de produits. Donc, Ecobalise aura beaucoup de scénarios par défaut pour un calcul de niveau 1. Et si les entreprises veulent ensuite aller plus loin, c'est-à-dire travailler sur la traçabilité, préciser leurs calculs,
là, elles devront s'orienter ou bien vers des prestataires externes, donc des bureaux d'études ou des cabinets de conseil ou des logiciels privés, ou bien internaliser ça et faire ça en interne. D'accord, très bien, très bien. Et donc, on a vu aussi, pour faire un point sur l'affichage environnemental également, que dernièrement, donc la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Madame Bérangère Couillard, a rajouté, en tout cas, il y a eu des ajouts, des propositions d'ajout sur l'affichage environnemental. Est-ce que ces éléments-là vont également être travaillés dans le cadre de ce que vous faites et dans Ecobalise? C'est-à-dire, on parle des indicateurs annoncés par la ministre au comité de pilotage ou on parle d'autre chose? Tout à fait, oui, Ok. c'est ça. Oui, alors en effet, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, la ministre a annoncé une liste d'indicateurs qui étaient à prendre en compte dans le cadre du dispositif. Donc là, en effet, il faut prendre un peu de recul sur cette annonce dans une logique d'analyse de cycle de vie, j'entends bien. Ces indicateurs, voilà, c'est des indicateurs qui sont importants tout simplement sur le cycle de vie pour les consommateurs et pour l'industrie textile et donc pour le politique. Par contre, dans un langage analyse de cycle de vie, évaluation environnementale comme nous sommes en train de le faire, ça n'a pas énormément de conséquences. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a beaucoup d'indicateurs, par exemple la consommation d'eau, qui est un des 8 indicateurs annoncés par la ministre, qui est un enjeu qui est déjà pris en compte dans l'analyse de cycle de vie. Donc, par exemple, cet indicateur, le politique dit il est important, ça tombe bien, en l'occurrence, dans l'analyse de cycle de vie, il est pris en compte. Par contre, il y a certains nombres de ces indicateurs, comme les microplastiques, par exemple, qui ont été cités, qui aujourd'hui ne sont pas bien pris en compte dans l'analyse de cycle de vie. Ça c'est un fait, c'est partagé. Tout le monde travaille dessus. La Commission européenne travaille dessus. Cantis, un gros groupe privé, travaille dessus. Nous travaillons dessus. D'ailleurs, nous collaborons, je ne l'ai pas dit, mais le ministère et l'équipe Ecobalise, ça, Pascal et moi, nous participons aux travaux du PEF, et donc nous avons des allers-retours entre ce qui se fait au niveau français et au niveau européen pour qu'on s'aligne au maximum. Donc tout le monde travaille dessus, et le dispositif devra les prendre en compte, puisque nous ne souhaitons pas envoyer des informations contradictoires, ou en tout cas des mauvaises informations aux consommateurs. Donc on va essayer de le faire entrer dans le cadre de l'ACV, et si certains indicateurs ne sont pas intégrables d'ici 2024 dans l'analyse de cycle de vie pour plein de bonnes raisons, on se pose dès aujourd'hui la question de les intégrer hors ACV, comme ce qui a été proposé, en tout cas présenté sur l'alimentaire, pour ceux qui ont suivi. Donc le dispositif sur l'alimentaire est un peu plus avancé que sur le textile. Et donc il y a quelques jours, une démonstration de l'avancée du dispositif alimentaire a été présentée. Il y a quelques indicateurs, quelques bonus-malus qui ont été proposés hors ACV, c'est-à-dire en plus de la couche ACV, il y a certains enjeux, par exemple les enjeux liés à la biodiversité locale sur certaines pratiques agricoles, qui sont rajoutés en plus de l'ACV pour mieux paramétrer le score final des produits alimentaires, puisque certains enjeux réels, par exemple certaines pratiques agricoles, sont mal prises en compte dans l'ACV. Je me permets juste un petit intermède, merci. On a une question dans le chat par rapport au Slack que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que il y a une adresse disponible qu'on peut partager? Oui, alors pour le Slack, du coup, je ne peux pas la partager comme ça. Ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter directement. Donc alban.fournier@beta.gouv.fr parce qu'on fait un petit filtre. On communiquera l'adresse. Mais toute personne qui a une expertise à la fois évaluation environnementale et textile est la bienvenue sur ce Slack. Nous restreignons forcément ce Slack pour qu'il soit tout simplement constructif. Parce qu'il y a pas mal de bureaux d'études justement qui arrivent à collaborer ensemble. Et si on commence s'il y a trop de monde et trop de profils différents, l'intérêt de ce groupe est plus faible. Merci. S'il y a une ou deux questions en plus, on a encore quelques minutes pour les prendre dans le chat. N'hésitez pas. Je ne sais pas si toi, Frédéric, tu as aussi d'autres éléments à questionner. Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Une présentation très complète. On attend les questions. Voilà. Il est stupéfiant de voir combien de marques de lessive profitent du recycle pour promouvoir leur marque. Dans quelle mesure cela est risqué pour l'environnement? Je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la question. Oui, effectivement, il faudrait pouvoir préciser un petit peu.
si vous pouvez préciser la question dans le chat. D'autres questions? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Monsieur Fournier, pour votre intervention et du coup pour cet éclairage. Donc, on partagera effectivement vos coordonnées pour ceux qui souhaitent rejoindre effectivement les différents groupes. Et du coup, on va arriver à la fin de ce webinaire. Voilà, Sandra, tu vas nous faire un petit mot de conclusion et je conclurai ensuite sur les autres rendez-vous prévus dans les prochaines semaines. Oui, alors en conclusion, bon, vous l'avez vu, on a eu une année quand même assez riche au niveau des réflexions sur le sujet de la mesure d'impact environnemental du secteur. On a encore plein de choses à creuser, donc on a une saison 2, voilà, avec des nouveaux participants. Pour toute personne qui serait intéressée pour nous rejoindre, on est toujours ouvert à avoir de nouveaux participants. Plus on est nombreux, enfin effectivement dans un cadre restreint quand même au bout d'un moment, mais voilà, plus les échanges sont riches. Donc les next steps pour nous, ça va être de creuser encore les sujets dont on a parlé aujourd'hui, d'affiner et de compléter les 2 livres blancs qu'on va restituer prochainement. Également, ça va être de creuser certains sujets. Alors, avec Frédéric, je vous l'ai dit, on est un peu très intéressés tous les deux sur le sujet de la monétarisation des impacts et du calcul des externalités. Donc ça, c'est un sujet vraiment qu'on aimerait creuser et expérimenter au sein du GT avec certains membres, pour ceux qui voudront participer, de voir un peu à quoi ça nous amène en termes d'expérimentation et comment on peut l'exploiter. Ce qui avait été identifié aussi par les membres du GT de l'année dernière, enfin de la saison 1, c'est que se pose la question d'essayer de définir des KPI communs à notre secteur d'activité. C'est vrai que souvent on se pose la question, qu'est-ce que je dois suivre comme indicateur, etc. Donc là, on va aussi travailler là-dessus. Le volet social, alors via le calcul des externalités, est un sujet aussi qu'on souhaite aborder. On a bien conscience que effectivement l'environnement n'est pas suffisant. Et je le disais tout à l'heure, parfois une décision qui va améliorer l'impact environnemental peut, par effet de ricochet, avoir un impact négatif sur le volet social. Donc ça aussi, on veut le creuser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Et donc ça, on se retrouve notamment demain avec les membres du GT. Mais un des sujets qui est ressorti par rapport à tout ça, c'est aussi se dire finalement, OK, qu'est-ce qu'on va devoir collecter demain et comment on va collecter cette data. Donc ça, c'est vraiment le gros du sujet qu'on est en train d'aborder avec les membres du GT. Voilà, on se pose la question de qu'est-ce qui va être obligatoire demain de collecter. Donc, on fait un état des lieux justement de toutes les réglementations qui arrivent et on voit aussi au-delà ce qui peut être intéressant de mesurer. Et puis, on va se pencher sur la question de comment on collecte parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément si simple. Voilà pour la suite du GT. Merci beaucoup Sandra. Donc du coup effectivement voilà, pour rejoindre le groupe de travail, vous pouvez effectivement contacter Sandra ou Frédéric ou directement sur le site web de Fashion Green Hub. Il y a un petit onglet groupe de travail où vous retrouvez dans cet onglet l'ensemble des livrables, l'ensemble des livres blancs, des présentations qui ont été faites. Donc celle de cet après-midi, on pourra aussi peut-être la retrouver sur le site web. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce groupe de travail et à le rejoindre. Pour les autres groupes de travail, donc notamment voilà, on se donne rendez-vous le 13 avril. Donc on aura le lancement du groupe de travail Réparer la mode. Donc n'hésitez pas aussi si vous êtes intéressé par ce sujet. Il reste encore quelques places pour intégrer ce groupe de travail. Et enfin sur les autres rendez-vous des Hauts-de-France, il y aura le 27, 28 et 29 juin à Roubaix, les Fashion Green Days, donc, sur des hommes et des modes. Voilà pour ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Fournier, pour votre intervention. Alors, on a deux Monsieur Fournier, donc Alban Fournier et aussi merci Frédéric et Sandra pour votre animation, pour tout le travail que vous avez effectué dans ce groupe de travail et du coup dans le livrable et dans ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.